Si t'en as marre d'avoir 7 sur 20 à tes contrôles, que tu aspires à de grandes choses, que tu veux un bon métier plus tard, que tu veux vraiment le 16 sur 20, mais que tu sais pas comment t'y prendre, bah, t'es exactement au bon endroit. J'ai pris des petites notes. On va parler de plein de choses qui vont vraiment te faire passer de 7 sur 20 à 16 sur 20 en mathématiques. On va commencer par quoi? Bah, en maths, ce qui est important, c'est de comprendre. Donc, pour comprendre, euh, comment est-ce que tu peux comprendre? C'est une très bonne question. Tu vas me dire, oui, bah, j'essaye par moi-même, je refais des exercices, mais ça marche pas trop. Ou j'essaye d'apprendre par cœur les exercices pour savoir les refaire. C'est un élève qui m'a dit ça il y a pas longtemps, et que du coup, à cause de ça, bah, il n'arrivait pas à refaire les exercices parce que parfois il oubliait. Ok. Euh, de là, j'ai un premier conseil à te donner, c'est refais des exercices, s'il te plaît, chez toi, refais-en beaucoup. Euh, peut-être que tu en fais déjà, mais peut-être que tu n'en fais pas assez. Ok. Une fois que tu auras fait l'exercice, que tu auras vraiment compris les choses, ben ça va couler de source par la suite. Alors tu vas me dire oui, ben j'essaie de faire l'exercice chez moi, mais le truc c'est que je sais pas trop comment m'y prendre, j'arrive pas en fait, quand je suis chez moi j'arrive pas. Alors s'il te plaît, avant toute chose, ne t'aide pas de ChatGPT. Pourquoi? La réponse est simple, c'est qu'il va peut-être te donner la bonne réponse, il va peut-être te donner la bonne façon de le faire, sauf que ce sera une façon que tu n'as peut-être pas vue en cours. Et en fait ça va plus t'embrouiller qu'autre chose. Donc, n'utilise pas ChatGPT, parce que ChatGPT va te donner des bonnes indications, mais pas pour toi en fait. Des indications qui sont bonnes en mathématiques, mais pas bonnes pour toi. C'est ça le problème avec ChatGPT. Ce que tu pourrais faire par contre, c'est regarder des vidéos sur YouTube, comme tu fais là déjà, c'est très bien, mais des petits tutos. Il y a plein de tutos en maths, notamment sur ma chaîne d'ailleurs. Tu vas checker et parfois ça va t'aider, parfois pas. Parce que parfois, encore une fois, c'est le même problème que ChatGPT. Certaines vidéos, il y aura des choses que tu n'auras pas vues et d'autres qui seront très bien pour ce que tu dois faire, enfin ce que tu veux comprendre. Et donc, je peux quand même t'encourager à aller voir des vidéos sur YouTube. Mais dans tous les cas, si tu n'arrives vraiment pas à faire tout ça, je te recommande de demander de l'aide. Demander de l'aide à qui? Premièrement, n'hésite pas à demander à tes copains. Parce que ne t'en fais pas, eux, ils ont aussi un peu du mal en maths. Et même s'ils ont facile, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ou peut-être qu'ils seraient contents de t'expliquer. N'hésite pas à leur demander. Ok. Au-delà de tes copains, peut-être que tu pourrais demander à ta prof aussi. Ok. Euh, Ta prof, tu vas pas la déranger quand tu vas poser des questions. Justement, elle va se dire, mais waouh, cette personne, Maximus, il est en train de me poser des questions, ça veut dire qu'il s'intéresse à mon cours, et ça veut dire qu'il a envie de comprendre. Et donc le prof, il va vraiment voir ça d'une bonne chose, vraiment. Et il va prendre du plaisir à t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Bien sûr, fais-le au bon moment. Euh, ne va peut-être pas le déranger s'il est occupé. Ok. Peut-être qu'à la fin d'un cours c'est bien, mais peut-être qu'il est pressé parce qu'il a un autre cours juste après. Donc essaye de gérer à voir quand est-ce que tu le déranges pas. Et si tu sais pas trop comment t'y prendre, juste envoie-lui un mail. Ou bien sur les applications, maintenant il y a beaucoup d'applications. Euh, Enfin, sur les écoles, ça se passe sur des sites. Donc ça, je sais que tu sais le contacter. Envoie-lui un petit message, un petit mail pour lui demander gentiment, poliment, de le voir à un instant qui ne le dérange pas pour pouvoir lui poser des questions. Et je te le répète, il le verra bien. Mais si au-delà de ça, tu n'as pas trop envie de parler à ton prof parce que peut-être que c'est lui le problème aussi, qu'il t'excite pas très bien, enfin soit, euh, ben, je propose un accompagnement et donc je te laisse aller checker le lien dans la description pour pouvoir candidater. Ça roule. Et on en vient à un point qui est juste après, c'est de poser tes questions. Je t'en supplie, pose tes questions. Pour pouvoir avoir des questions, il faut faire des exercices. Il faut faire des exercices pour voir ce qu'on ne comprend pas, pour avoir des questions. Et si tu restes avec ces questions, tu ne sauras jamais comprendre. Donc, pose tes questions au prof, à quelqu'un qui t'accompagne. Vraiment, pose tes questions pour pouvoir débloquer ta situation et pour faire en sorte que tu comprennes l'exercice ou que tu saches un peu mieux avancer dans l'exercice. Après, tu auras peut-être encore une question, mais c'est pas grave, vu que tu vas la poser, tu auras encore une réponse et donc tu feras avancer petit à petit comme ça. J'insiste sur ce point, si tu ne poses pas tes questions, tu auras vraiment du mal à t'améliorer en maths.
tu auras du mal à avancer par toi-même. Donc pose tes questions, sincèrement. Donc ça, c'était les 2 premiers points. Ensuite, un point important aussi, c'est que tu répètes tes erreurs, mais tu ne t'en rends même pas compte. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Ben, à tes contrôles, en fait, sans le voir, tu vas répéter des erreurs et tu ne vas pas t'en rendre compte et en fait, tu ne vas pas regarder ton contrôle. En fait, je rectifie ce que je viens de dire. Tu vas regarder ton contrôle et tu vas dire ouais, mais ça, j'avais pas compris. Ou bien tu vas relire ton contrôle en vitesse, mais tu vas pas approfondir sur pourquoi est-ce que tu as raté l'exercice. Alors si, tu vas essayer de comprendre ce qui était bon, la bonne réponse, mais tu vas pas approfondir plus. Je m'explique. Parce que ça passe bien au-delà des mathématiques en fait. Je t'explique avec un exemple concret d'une élève qui est dans mon accompagnement. Elle a répondu à un exercice, et à un moment elle écrit tout petit, et genre tout petit, vraiment en étroit, et là genre je vois qu'elle a fait une faute. Et je me suis rendu compte que c'était parce qu'elle avait écrit en petit, en étroit. Alors sa raison c'est parce qu'elle voulait que tout soit aligné, et elle voulait pas commencer à écrire ailleurs. Enfin soit, elle aurait pu prendre une autre feuille, mais enfin soit. Ça a fait que, à cause du fait qu'elle écrit en petit, elle a commis une erreur de signe, tout simplement. Chose qu'elle n'aurait pas faite si elle avait écrit en plus grand. Tu vois, ça paraît tout con, mais à cause du fait qu'elle écrit en petit, bah, elle avait fait une bête erreur. Et donc quand je lui ai fait remarquer, bah, là, elle a pu arrêter de faire ce genre de petites erreurs. Donc revois tes contrôles pour comprendre quelle chose tu fais de mal. D'ailleurs, en parlant de contrôle, bah, forcément, tu fais parfois des bêtes fautes. Et alors la question à se poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour que je ne fasse plus de bêtes fautes? Plutôt, on va commencer par une autre question, c'est pourquoi est-ce que tu fais des bêtes fautes? La réponse, c'est que tu as probablement certaines lacunes. Si tu fais des fautes de signes, alors soit c'est un problème comme avec l'élève de mon accompagnement, et alors en fait, écris plus grand, tout simplement, ou bien c'est un autre problème qui vient des maths parce que tu as une mauvaise compréhension de certaines choses. J'entends par là que peut-être que tu as un manque de base, que tu as certaines lacunes. Dans ce cas-là, en fait, revois les notions qui sont vraiment importantes, les notions qui reviennent tout le temps. Par exemple, quand tu as une équation, comment faire passer d'un membre à l'autre, comment on multiplie, comment on fait la distributivité. Ça, c'est des choses qui reviennent vraiment tout le temps et qui sont vraiment importantes. D'ailleurs, je pense que je devrais faire une vidéo sur ça, sur comment revoir ses bases, parce que c'est vraiment important. Et tous les élèves font des fautes récurrentes à tous leurs contrôles à cause des fautes de bêtes erreurs, à cause d'un manque de base. Donc, relis bien tes contrôles, vois où tu as fait des fautes, vois si ces fautes elles ont déjà été faites sur d'autres contrôles avant, et si c'est le cas, vraiment revois-les pour bien comprendre, pour que tu ne puisses plus faire ces fautes-là dans le futur. Ouais. Donc ça, c'était quand même un point important, parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui font des bêtes fautes lors de vos contrôles. Au-delà de ça, alors il y a un truc, ça tu vas pas t'y attendre, mais c'est le fait de ne pas être organisé. Absolument tous les élèves que j'ai n'ont pas de contrôle. C'est de l'ordre du 1%, ceux qui ont, j'ai dit contrôle, qui n'ont pas d'agenda. C'est de l'ordre du 1% ceux qui ont un agenda. Et quand je parle d'agenda, je ne parle pas de ton journal de classe, où tu marques juste j'ai tel devoir à tel jour, ou tel contrôle, telle évaluation. Non, je ne parle pas de ça. Je te parle d'un agenda, d'un calendrier, où tu vas noter je vais faire ça à cette date-là. Qu'est-ce que ça change du journal de classe? Le journal de classe, c'est ce que tu dois faire pour cette date-là. Donc par exemple, j'invente, dans 2 jours, jeudi, j'ai un contrôle en maths, et c'est ce qui va se passer, ok? Là où l'agenda va être pratique, c'est que tu vas pouvoir mettre dans ton agenda, donc si c'est dans 2 jours, on est mardi, c'est jeudi ton contrôle, tu vas pouvoir mettre, ce soir je travaille en maths, je fais ça, ça et ça, demain il me reste 1 heure aussi de libre, en fait je vais pouvoir aussi travailler sur mes maths, tu vas pouvoir décrire toutes tes choses. Et quand tu vas commencer à faire ça, tu vas commencer à devenir organisé. Tu vas me dire, mais en fait, c'est pas ce qui va vraiment m'apporter des points en maths, Bastien. Alors, en effet, c'est pas juste ça qui va t'apporter des points en maths, mais ça fait partie d'un ensemble de choses que un élève qui a vraiment 16, 18 sur 20 de moyenne
il fait ça en fait. Parce que quand tu seras organisé, quand tu sauras exactement comment t'y prendre, comment tu sauras vraiment quoi faire, à quel moment, en fait, tu n'auras plus qu'à le faire. Et là, les points, ça va monter jusqu'au 16 sur 20, vraiment facilement. Et alors, ok, ne me dis pas, s'il te plaît, que c'est un truc d'adulte. Un truc d'adulte. J'entends bien que c'est quelque chose qui n'est pas commun chez les jeunes de 15 à 18 ans. Mais justement, prends de l'avance sur les autres. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es probablement ambitieux. Tu veux devenir ingénieur, tu veux être médecin, qu'importe. Tu as un métier bien précis en tête et tu veux l'atteindre. Et tu sais que tu ne peux pas rester avec tes points en maths. Dis-toi, ceux qui sont en études du métier que tu veux faire, par exemple ingénieur, eux, ils sont organisés. Sinon, c'est sûr qu'ils vont rater. En études supérieures, tu ne peux pas te permettre de ne pas être organisé. Alors en fait, commence dès maintenant. Parce que si tu es organisé maintenant, tu vas prendre un avantage de dingue par rapport à tes adversaires, tes camarades de classe. Et si tu vas en prépa l'année prochaine, la prépa c'est vraiment concurrentiel, tu dois être meilleur que les autres, donc commence déjà maintenant. Et c'est vraiment là que tu vas obtenir des meilleurs points, quand tu seras organisé. Ok, on avance. Oui. Oui. Donc, on a parlé du calendrier, donc tu sais quand tu peux travailler, mais tu sais pas forcément quoi faire. Et ça peut être vraiment un problème. Alors la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu notes ton big objectif. Par big objectif, c'est quelle est la note que tu veux vraiment viser. Alors déjà là, j'ai une première chose, c'est ne me dis pas 15, 16 sur 20 ou peut-être 14, 15 sur 20, non. Dis-moi une note et tu vas atteindre cette note. Donc par exemple, tu veux viser 16 sur 20. Pourquoi ça? Parce que si tu dis je veux 14, 15 sur 20, en fait tu vas plus tendre vers le 14 que vers le 15. Donc finalement, autant mettre juste la note 14, parce que 14, 15, ça sert à rien. Mais nous, on est ambitieux, et donc on veut atteindre le 16, et vu qu'on va mettre les actions en place pour le faire, on va viser 16. Et on va atteindre 18 parce qu'on a mis tellement d'actions en place que les points, ils explosent. Mais là n'est pas la question. Donc tu vas noter ton big objectif, donc la note que tu vises, par exemple le 16 sur 20. Une fois que tu auras fait ça, tu vas essayer de trouver toutes les actions que tu peux mettre en place pour atteindre ce 16 sur 20. Donc déjà, si tu ne l'as pas fait, je te recommande de noter tout ce que je te dis parce que c'est vraiment des choses importantes. C'est pas grave, reviens sur la vidéo demain et tu écris ce que j'ai dit pour pouvoir le faire et l'appliquer. Et en fait, une fois que tu as ton objectif en tête, tu vas te poser la question de qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif? Quels sont mes problèmes que je dois résoudre pour pouvoir comprendre et pour pouvoir avoir 16 sur 20 en maths? Parce que juste le fait de comprendre, c'est pas suffisant. Il faut bien comprendre. Et qu'est-ce que tu dois faire pour bien comprendre? Je te laisse y réfléchir, je te laisse revoir la vidéo pour pouvoir savoir comment t'y prendre. Et encore une fois, si jamais tu as besoin d'aide, parce que tu sens que tu ne peux pas y arriver seul, n'hésite pas à aller sur le lien dans la description pour pouvoir réserver un lien, pour un appel, pour pouvoir candidater pour mon accompagnement. Enfin, soit. Ah oui, ce point-là, je l'entends souvent. C'est la flemme. Si tu n'as pas 16 sur 20, c'est parce que tu as la flemme. C'est parce que quand tu rentres de chez toi, tu te dis waouh, je suis fatigué, j'ai pas du tout envie de travailler. Et donc tu ne travailles pas. Alors la chose qu'il va falloir comprendre avec ça, c'est que c'est pas forcément facile de sortir de la flemme. Ça se fait sur du long terme. Tu peux pas, du jour au lendemain, te dire je vais plus avoir la flemme maintenant, c'est bon, j'ai plus la flemme. Quoique, sache que si tu es bien entouré de gens qui s'améliorent aussi en maths, comme dans mon accompagnement, enfin soit, en fait tu auras envie de faire comme eux. Tu vas dire waouh, comment ils font, ils font ça, ça et ça, moi aussi je veux faire ça, ça et ça, et tu auras cette flemme qui va partir. Mais enfin soit, imaginons que tu n'es pas dans cet accompagnement,
et que tu cherches à faire partir ta flemme, malheureusement, ça ne va pas venir du jour au lendemain, comme je l'ai expliqué. Par contre, il va falloir en fait changer ton identité. C'est-à-dire que au moment où tu rentres de tes cours, que tu es fatigué, au lieu de te dire j'ai la flemme, je ne vais pas travailler, je préfère jouer, tu vas te dire j'ai la flemme parce que je suis fatigué, mais je vais quand même travailler. J'insiste. Mais je vais quand même travailler. Et alors là, j'insiste sur deux choses. La première, c'est que tu vas penser clairement à ton 16 sur 20. Tu te dis je veux mon 16 sur 20. Et la deuxième, donc en parallèle de ce 16 sur 20, tu vas penser à ton métier, etc. possible, parce que c'est ça ce que tu veux vraiment. C'est pas le 16 sur 20, au final, on s'en fiche. Mais par contre, ce que tu veux vraiment, c'est devenir ingénieur, ou travailler dans la finance, ou qu'importe. C'est ça ce que tu veux vraiment. Donc pense à l'étape intermédiaire qui est le 16 sur 20. Et je veux que tu te dises aussi, si j'ai pas ce 16 sur 20, qu'est-ce qui se passe? Ok, là je suis à 8 sur 20. Wow. Je peux doubler mon année. Je peux rater mon année, je peux ne pas avoir ce métier qui me tient tant à cœur. Et si ça te tient vraiment à cœur, en fait, tu vas te dire, en fait, je dois me bouger les fesses. Sinon, je vais devoir passer toute ma vie à travailler sur quelque chose que je n'aime pas. Je fais une petite parenthèse, et il y a quelque chose qui m'a fait plaisir il n'y a pas longtemps. C'est lors d'un appel, il y a un élève qui m'a expliqué qu'il avait fait un job cet été. Il a été plongeur dans l'Horeca, donc dans un petit restaurant. Il nettoyait la vaisselle. Et il m'a dit, grâce à ça, j'ai compris que je vais travailler en maths. Il m'a dit, je veux pas faire ça toute ma vie. J'ai détesté. Il m'a dit, je veux vraiment devenir ingénieur. Et c'est grâce à ça qu'il a pris cet appel avec moi et qu'il s'est dit, ok, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver parce que j'arrive pas seul. Utilise cette chose que t'as pas envie pour te dire maintenant il faut que je me bouge, sinon ok j'ai la flemme maintenant, mais en fait je préfère travailler maintenant plutôt que de travailler sur mes maths maintenant plutôt que de nettoyer de la vaisselle dans quelques années. Oui, donc on était sur le changement d'identité. En fait, plus tu vas répéter ça, c'est-à-dire que plus tu vas travailler même si tu as la flemme parce que tu es fatigué, plus ça va devenir normal pour toi et plus ça va devenir facile pour toi en fait. Donc, plus tu vas répéter ça, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, à la fin, en fait, tu vas arriver chez toi, tu vas dire je suis fatigué. Ah oui, mince, on va faire comme d'habitude, on va aller travailler, tiens. Et ça va devenir une habitude. Et le fait que ça devienne une habitude, ça va vraiment diminuer la friction pour que tu ailles travailler. Et tu auras presque facile et envie d'aller travailler parce que tu sais que c'est ce travail qui va t'amener au 16 sur 20. Donc, change ton identité en la personne. Donc, arrête d'être la personne qui a 7 sur 20 en maths, deviens la personne qui a 16 sur 20 en maths. Pose-toi la question régulièrement, quand tu as la flemme, quand tu as des problèmes pour les maths, qu'est-ce que fait la personne qui a déjà 16 sur 20 en maths? Ou bien, qu'est-ce que fait la personne actuellement qui aura 16 sur 20 au contrôle en maths, au contrôle que tu vas avoir jeudi? Pose-toi la question, et là, il y a des choses qui vont couler de source pour toi. Et tu sais, au fond de ton cœur, que tu vas devoir faire ces actions-là. Donc, mets-les en place, et voilà. Et alors, le dernier point, qui me tenait quand même à cœur un peu d'en parler, c'est le stress. J'ai des élèves qui font des crises d'angoisse, des crises de panique, parce qu'ils stressent trop, et juste avant un contrôle, ça va pas. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que si tu n'arrives pas à gérer ton stress, tu vas perdre tes moyens, alors que peut-être que tu comprenais tout, peut-être que tu connaissais ta matière, connaissais le cours, mais vu que tu perds tes moyens, tu vas pas réussir à bien faire des bonnes performances sur ton contrôle. Si on revient à l'exemple d'avant, par rapport au changement d'identité, la personne qui a 16 sur 20, elle n'est pas forcément stressée. Elle est plutôt détendue lors de ses contrôles. La personne qui a 16 sur 20, elle travaille même quand elle n'en a pas envie. La personne qui a 16 sur 20, elle a un calendrier. Mais là, où je veux en venir, c'est que la personne qui a 16 sur 20, elle ne panique pas, elle ne fait pas des crises de panique. Parce que sinon, elle n'aurait pas 16 sur 20. Et alors, comment est-ce qu'on évite ce stress? Comment est-ce qu'on évite ces crises de panique?
Alors, petite parenthèse, mais je ne suis pas un expert. Je ne suis pas professionnel de la santé par rapport à la psychologie. Donc, c'est juste de l'expérience que je vais te dire ça. Et même des podcasts que j'ai pu écouter. Il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. La première, c'est de faire de la méditation. Que ce soit au matin ou au soir. Juste 5 minutes, c'est déjà très bien. En quoi consiste la méditation? C'est au fait de revenir sur son esprit et de ne pas avoir des pensées qui divaguent. Je te laisse aller voir des tutos sur la méditation de ton côté pour pouvoir mettre ça en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu peux mettre en place, ce sont des travaux sur ta respiration. Donc, par exemple, tu inspires pendant 4 secondes, tu expires pendant 6 secondes. Le fait que tu expires plus longtemps que ce que tu inspires, ça va te détendre. Et ça, tu peux littéralement le faire la veille d'un contrôle, ou même quelques minutes, quelques heures avant ton contrôle. Et ça va vraiment impacter ton corps directement pour que ton esprit soit mieux en place. Et comme on vient de le parler, l'esprit en fait c'est important. Parce que le stress, il provient en fait d'un mauvais état d'esprit. Tu te dis, ça se peut que je rate. Et si tu te dis, ça se peut que je rate, tu vas stresser, tu vas paniquer, et tu vas tu vas faire ta crise de panique et tu vas pas avoir le 7 sur 20 que tu veux. Alors que si justement tu te disais, mais en fait, je suis totalement capable de faire ce 7 sur 20, si je peux y arriver, je peux y arriver, je vais le faire, j'ai étudié pour, c'est juste que j'ai ma feuille devant, je dois juste écrire, mais je sais que je vais le faire. Si tu penses comme ça, en fait, tu vas pas paniquer, tu vas pas faire des crises de panique et tu vas savoir mieux gérer ton stress. Alors forcément, ce que je te dis là, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis bien conscient. Mais l'évolution du stress, c'est quelque chose qui se travaille en profondeur. Je peux pas y répondre lors d'une petite vidéo comme ça, qui est un point dans la vidéo. Ça mériterait même une vidéo entière pour parler du stress. Ce que je veux juste que tu retiennes, c'est qu'il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place, indépendamment de ta situation. C'est la méditation et le travail de respiration. Et au-delà de ça, tu peux travailler sur toi pour pouvoir avoir un bon état d'esprit. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Allons chercher ce 16 sur 20 et retourne travailler maintenant.